Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo là, on va voir une application très importante pour le moteur à courant continu. Donc il s'agit de la machine d'affûtage. Donc c'est quoi l'opération de l'affûtage? Donc par exemple on a un outil. Donc cet outil là, avec le temps et l'utilisation, il devient non tranchant, donc pour le rendre un nouveau tranchant, il va subir l'opération de l'affûtage. Donc cette machine là est constituée des éléments suivants. Premièrement, on a un moteur à courant continu. C'est l'objet de notre étude. Donc le moteur à courant continu va fournir l'énergie mécanique de rotation. Donc cette énergie mécanique de rotation va être transmise à un poulie motrice. Il est lié au moteur. Lorsque le moteur tourne, la poulie motrice tourne aussi. Cette poulie motrice va transmettre aussi cette énergie mécanique à une poulie réceptrice. Donc l'élément intermédiaire entre les poulies motrices et la poulie réceptrice, c'est la bande abrasive. Cette bande abrasive, elle contient dans sa surface extérieure une rugosité. Parce que lorsqu'on va faire approcher, on va faire le contact entre l'outil à affûter et la bande abrasive, il y aura l'opération de l'affûtage. Aussi, il y a un élément qu'on appelle un galet tendeur. Il va tendre la bande abrasive pour éviter le glissement de la bande abrasive. Le moteur qu'on va utiliser est à courant continu, mais la tension disponible dans le réseau, c'est une tension alternative. Donc on doit utiliser un circuit d'adaptation pour le moteur à courant continu. Le circuit d'adaptation est constitué des éléments suivants. Premièrement, un transformateur pour adapter la grandeur, ça veut dire la valeur de la tension. Donc on lui donne à l'entrée une tension de 220 volts et on va recevoir à la sortie une tension de 78 volts. La tension elle est encore alternative, on doit le redresser en utilisant un circuit de redressement constitué de 4 diodes. La liaison entre ces diodes là nous donne un circuit qu'on appelle un pont de Kreitz. Donc je vais lier la sortie du transformateur à l'entrée du redresseur. La tension à la sortie du redresseur, c'est la tension redressée. Donc pour la tension I2 à la sortie du transformateur, c'est une tension alternative sinusoïdale. Pour la période, c'est 2π. La moitié de la période, c'est π. Après, on doit savoir la forme de la tension IP, ça veut dire la tension redressée. Donc, c'est l'objectif de la première question. Tracer la tension IP à la sortie du pont de diode. Pour tracer la tension IP, donc on doit analyser le fonctionnement du circuit redresseur. Donc, on va considérer l'alternance positive, après on va considérer l'alternance négative. Donc pendant l'alternance positive, le potentiel disponible à la phase il est positif et le potentiel disponible au neutre il est négatif. Donc la propriété de la diode de redressement, elle est passante, c'est le potentiel disponible à l'anode, ça veut dire à son entrée, il est positif et il est bloqué dans le cas contraire. Donc pendant l'alternance positive, le potentiel il est disponible à la phase il est positif, donc D1 il est passant, le courant circule à travers D1.
Pour le retour du courant, il va soit il va passer par D3 ou bien D4. Donc si il passe par D3, il va revenir à la phase et on aura un court-circuit. Donc il va passer par D4. Le retour du courant se fait à travers D4. Donc pendant l'alternance négative, positive, c'est D1 et D4 qui sont passantes. D2 et D3 sont bloqués. Donc on a formé ici une maille. Donc il est constitué de la tension I2 et de la tension IP. Lorsqu'on va appliquer la loi de Maille, donc on va écrire I2 moins IP est égal à 0. Donc à quoi est égal IP? C'est I2. Donc I2 elle est comme ça. Donc IP elle va être la même que I2. Maintenant on passe à l'alternance négative. Donc pendant l'alternance négative, la tension disponible à la phase elle est négative, mais la tension disponible au neutre elle est positive. Donc lorsque la tension disponible au neutre est positive, le courant circule du neutre vers la phase. Donc ici la diode qui est passante c'est D2 parce qu'il y a un potentiel positif à la note. Donc le retour du courant se fait à travers D3 parce que c'est D4 il est passant, donc on aura un court-circuit. Donc c'est D3 qui va être passante pendant l'alternance négative. Donc on a formé ici une maille qui est constituée de la tension I2 et la tension IP et le retour au 0. Donc on va écrire I2 plus IP est égal à 0. La loi de Maille. Donc à quoi est égal IP? C'est moins I2. Donc pendant l'alternance négative, lorsque I2 il est négatif, donc IP est égal moins I2. Donc il y a un signe moins qui va s'ajouter. Donc négatif moins signe moins plus un signe moins est égal positif. Donc voilà la forme de la tension IP. Toujours elle est positive. Maintenant on passe au calcul de la valeur moyenne de la tension IP. Donc la formule de calcul c'est l'intégrale sur une période de 1t. Donc de la tension IP, la valeur instantanée. Donc la valeur instantanée de la tension est égale à la tension I2. Mais la période c'est pas de P mais juste P de 0 à P. Donc je remplace la tension IP par la valeur instantanée de la tension I2 et T la période par Pi. Après on a I2 c'est une valeur constante fois la racine de 2 aussi, donc je vais les sortir de l'intégrale. Après on va obtenir l'intégrale de sinus et l'intégrale de sinus c'est moins le cosinus de 0 à P. Après je remplace oméga t par 0 i P et finalement je vais remplacer la valeur efficace de la tension I2 c'est 78 et finalement je vais obtenir 60,22 volts. C'est la valeur moyenne de la tension redressée UP. Maintenant on va faire le schéma de commande du moteur à courant continu. Donc je vais ajouter un élément pour minimiser les ondulations de la tension redressée. Il s'agit d'un condensateur. Donc on va obtenir, au lieu d'avoir une phase et une neutre, on va obtenir le plus et le moins. C'est une tension continue. Donc cette tension là va attaquer le moteur à courant continu. On va ajouter un élément pour distribuer l'énergie. Il s'agit des contacteurs. Donc le moteur va fonctionner dans deux sens
de marche, donc on va utiliser deux contacteurs. Donc voilà notre moteur à courant continu. Il a deux bornes, le premier et le deuxième. On va mettre le premier contacteur responsable de la marche du moteur dans le premier sens. Il est constitué de deux pôles. On l'appelle KAV, ça veut dire le marche avant. Et on va ajouter aussi un deuxième contacteur. Donc aussi il est constitué de deux pôles. Et on va l'appeler KR. Donc après on va ajouter un élément de protection, un relais thermique. Donc un relais thermique il est très polaire, mais le moteur à courant continu il a juste deux pôles. Donc on va lier deux pôles pour avoir un seul. Donc je vais lier la sortie du deuxième au premier du troisième. Maintenant j'ai obtenu juste deux pôles pour le relais thermique. Donc la question complétait le schéma de câblage du contacteur KF et KR. Donc premièrement, et comme rappel, le moteur à courant continu, pour inverser son sens de rotation, on va permuter les pôles. Donc par exemple, c'est le plus lié au pôle 1 et le moins au pôle 2, il va tourner dans le premier sens. Si on va inverser, ça veut dire le plus au pôle 2 et le moins au pôle 1, il va tourner dans le deuxième sens. C'est ça ce qu'on va faire à travers les contacteurs. Donc premièrement, je vais utiliser le contacteur KF. Donc je vais lier le plus au premier pôle du moteur et le moins au deuxième pôle du moteur. Donc il va tourner dans le premier sens. Pour câbler le deuxième contacteur, donc je vais mettre le moins de la source, donc le moins de la source au pôle 1 et le plus au pôle 2. Donc il va tourner dans le deuxième sens. Donc si les deux contacteurs sont ouverts, le moteur ne tourne pas. Si KAV fermé, il va tourner dans le premier sens. Si KR est fermé, il va tourner dans le deuxième sens. Paramètres électriques et mécaniques du moteur à courant continu. Donc la question, calculer la constante de vitesse KE, sachant que pour une vitesse de rotation des moteurs est égale à 2500 tours par minute, la force électromotrice est égale à 46,25. Donc on rappelle le circuit équivalent de l'induit, constitué d'une tension E qu'on appelle la force électromotrice, d'une résistance, c'est la résistance d'induit RA, la tension d'alimentation de l'induit UM et le courant qui circule dans l'induit c'est IN. Donc il y a une relation entre la force électromotrice E et la vitesse de rotation du moteur. E est égal à KE fois N. KE c'est la constante. Et ce qui est demandé de calculer. Donc à quoi est égal KE? C'est E divisé par N. Donc N donné, E donné, je vais remplacer. Et je vais obtenir que est égal à 18,5 fois 10 à la puissance moins 3. Donc pour l'unité, E il est en volts et N il est en tour par minute. Donc volt divisé par tour, minute moins 1. Pour la quatrième question, calculer la force électromotrice E et le courant dans l'induit IN lorsque le moteur tourne à la vitesse de rotation nominale. Cette vitesse est égale à 3000 tours par minute. Les données, la tension d'alimentation de l'induit UM est égale à 70 volts
et la résistance est égale 11,82 ohms. Donc on a changé la vitesse de rotation du moteur. Donc déjà la relation E est égale KE fois N. Donc on va calculer la nouvelle valeur de la force électromotrice E. Donc KE déjà calculé la question précédente égale 18,5 et la vitesse de rotation c'est 3000. Donc on va obtenir la force électromotrice est égale 55,5 volts. Donc pour calculer le courant dans l'induit IN, on va utiliser la loi de Mayle dans le circuit de l'induit. Donc IM, la tension d'alimentation de l'induit, est égale la force électromotrice plus la résistance fois IN. Donc à quoi est égal IN? Donc c'est IM moins E divisé par RA, et je vais remplacer par les valeurs numériques. Donc le courant circulant dans l'induit c'est 1,226 ampères. Cinquièmement, calculer les pertes par effijoule dans l'induit. Donc pour calculer les pertes par effijoule, la formule il est déjà connue, est égale à la résistance fois le courant au carré. La résistance de l'induit RA et le courant dans l'induit c'est IN. Donc RA déjà donné, IN calculé la question précédente. Donc je remplace. Donc je vais obtenir les pertes joules, c'est 17,67 watts. La question, calculer le rendement du moteur. Il nous donne les pertes autres que les pertes joules. Il y a les pertes joules plus les pertes collectives qu'on appelle PC est égal 8 watts. Donc le rendement à quoi est égal? C'est la puissance utile, puissance mécanique disponible à l'arbre du moteur, divisé par la puissance absorbée, c'est la puissance électrique. Donc à quoi est égal la puissance absorbée? Est égal à la puissance utile plus les pertes joules plus les pertes collectives. Donc j'ai pas la puissance utile mais j'ai la puissance absorbée et les pertes. Donc je vais remplacer la puissance PU par la puissance absorbée moins la somme des pertes. Ça veut dire les pertes joules et les pertes collectives. Donc les pertes joules déjà calculées, les pertes collectives est donnée, la question. Donc je vais remplacer PU est égal PA moins perte joule moins perte collective. Après je vais remplacer la puissance absorbée par c'est la tension d'alimentation fois le courant qui circule dans l'induit. Donc je vais remplacer ici et ici. Donc après je vais remplacer par les valeurs numériques et finalement je vais trouver que le rendement est égal à 0,7, ça veut dire 60%. Donc la dernière question c'est le choix du moteur parmi un ensemble de moteurs. Donc le catalogue Sanyo Denki. Donc dans les données, qu'est-ce qu'on a? On a 70 volts, c'est la tension d'alimentation de l'induit. Donc là voilà. On a aussi la résistance de l'induit, c'est 11,82. Donc il est ici. Donc c'est clair que le moteur qu'on va adéquat à notre besoin c'est T406.
Donc voilà, c'est la fin de cette application des moteurs à corps continu. Merci pour votre attention et à la prochaine.